je crois que cette question de l'attention est une question absolument déterminante. Créer les conditions de l'attention collective des élèves dans une classe, ça devient une des compétences majeures du métier d'enseignant. Et créer les conditions de l'attention collective des élèves dans une classe, ça veut dire un rituel d'accueil, ça veut dire des consignes précises, ça veut dire une organisation du travail et des matériaux, ça veut dire un cadre structuré et relativement institutionnalisé, ça veut dire un ensemble de rituels, et j'emploie volontairement le mot rituel, dont les élèves se sont emparés et qu'ils ont intériorisés. Et je crois qu'un des problèmes des écoles aujourd'hui, des collèges en particulier, c'est la difficulté à construire des rituels scolaires. Alors, je ne parle pas que des grands rituels, type grande fête d'école ou distribution des prix ou ce genre de choses, je parle du rituel d'entrée en classe. Alors bien sûr, on peut faire un rang, mais le rituel, ce n'est pas simplement du physique, c'est du psychique. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel ? Un rituel, par exemple, quand vous rentrez en classe, c'est un dispositif qui vous permet de passer, excusez-moi pour la métaphore photographique, du grand angle au zoom. Vous étiez en grand angle, faisiez n'importe quoi, vous pensiez à 36 choses à la fois, tac, Verlaine, Pythagore. C'est un travail mental. C'est un travail mental que l'école n'est pas la seule à demander. La religion le demande. C'est le travail mental que les religions demandent quand vous entrez dans quelque religion que ce soit, dans un espace religieux. C'est le travail que la justice demande. Quand vous rentrez dans un tribunal, vous arrêtez de vous comportez selon un rituel. C'est le travail que le théâtre demande. Bon. Même que le cinéma demande. Et c'est un travail qui consiste à créer les conditions de la mise en place de ce que j'appelle dans mes travaux une posture mentale. Pas simplement une posture physique, mais une posture mentale. Posture mentale, c'est-à-dire fixer son attention d'une manière précise sur quelque chose. Ce n'est pas la même posture mentale que chercher, que réfléchir, que méditer, qu'échanger avec les copains. Et on a besoin de créer, de construire ça. La construction de cela devient aujourd'hui un enjeu majeur. Majeur. Et une des choses qui me paraît le plus préoccupant et contre lequel je sais à la fois les chefs d'établissement et les collègues travaillent inlassablement, luttent inlassablement, c'est la désinstitutionnalisation. C'est-à-dire le fait, on rentre, on sort, en arrivant à la classe, on n'enlève même pas son manteau, on pose le cartable, on sort un cahier, et puis on écrit dessus avec un vague stylo. Enfin, les garçons, parce que les filles, elles, sont plus... Bon. Mais on a des comportements qui, me semble-t-il, sont préoccupants. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, parce que je pourrais être très détaillé, vous donner de nombreux exemples, mais je suppose que ces choses-là vous parlent assez bien, et que donc, on n'a pas besoin d'y insister. Ce que j'indique là est évidemment un élément nécessitant une refondation et nécessitant une refondation dans le rapport au savoir. C'est pas loin du tout de ce que je vais dire, pourquoi le plaisir d'apprendre et la joie de penser, hein, c'est pour l'introduire, bien évidemment. Mais il y a un troisième élément qui me semble important encore dans cette diapositive-là. C'est ce que un certain nombre de philosophes appellent la désidéalisation des savoirs. Comment le formuler? Je pense que c'est Marcel Gauchet qui le formule le mieux quand il dit que traditionnellement, dans la société occidentale, les hommes, les humains, souffraient par le corps et qu'il y avait une rédemption qui leur était proposée par le travail intellectuel, par l'esprit, par l'intelligence. Et il dit la grande révolution anthropologique que nous vivons, c'est que c'est l'inverse.
aujourd'hui, on jouit par le corps est le lieu de toutes les jouissances, et le travail intellectuel est le lieu de la souffrance. Ce que l'élève moyen traduit en « c'est pas la peine de se prendre la tête du moment que j'ai envie de prendre mon pied ». C'est dit comme ça, c'est rigolo. En réalité, c'est fondamentalement intériorisé par un certain nombre d'élèves. C'est-à-dire que le plaisir, il est localisé dans le corps, et même dans le corps primaire, comme disent les psychanalystes, dans le corps pulsionnel. Il n'est pas localisé là. Le plaisir, l'idée qu'il puisse y avoir du plaisir dans la tête, qu'il puisse y avoir du plaisir dans la pensée, dans l'apprentissage, est une idée que beaucoup de nos élèves n'envisagent même pas. Alors, ils ne l'envisagent pas pourquoi? D'abord parce que souvent, ils ont été en situation d'échec, pas de la faute de l'école, de la faute d'un ensemble de circonstances compliquées, d'une histoire accidentée, de tout un tas de trucs. Mais quand on est en situation d'échec, bon, et quand on ne fait qu'échouer, on finit par revendiquer son propre échec parce que c'est la seule chose qu'on peut réussir. Hein? Et comme le dit très bien le pédopsychiatre Philippe Jamet, qui, me semble-t-il, à travers les gamins cabossés qu'il étudie, explique très bien un certain nombre de problèmes, il dit il y a des gamins qui sont tellement dans l'échec que pour exister, ils vont décider d'échouer pour prouver qu'au moins il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. C'est comme les gens qui se suicident pour se prouver qu'ils existent. Hein? Ou dit en d'autres termes, et c'est plutôt François Dubé qui dit les choses comme ça, il y a des gamins qui, à force de perdre au jeu, estiment qu'il vaut mieux ne pas jouer parce que c'est moins humiliant. Si vous perdez tout le temps, vous pouvez dire « je suis un nul ». Si vous ne jouez pas, vous pouvez toujours vous en tirer en disant « j'en ai rien à foutre ». Et c'est beaucoup moins humiliant pour un enfant de dire « l'école, j'en ai rien à foutre » que de travailler un peu, un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, mais que ça ne donne pas de résultat. D'une certaine manière, dire « j'en ai rien à foutre », ça garantit une forme de narcissisme. C'est moi qui ai décidé d'échouer. J'ai pas fait d'effort et je l'assume. Moi, j'en ai rien à foutre, je ne veux pas faire d'effort. Donc, on a, chez un certain nombre de nos élèves, ce comportement qui est un comportement enquisté profondément dans leur tête, qui est lié à la représentation qu'ils se font du travail intellectuel et des apprentissages scolaires. Ce sont des occasions de souffrance, ce sont des occasions d'échec. Ça n'est en aucun cas pour eux l'occasion de se réaliser et a fortiori d'éprouver le moindre plaisir. Alors vous me direz, mais s'ils ne le font pas par plaisir, ils pourraient le faire au moins par nécessité. Oui et non. Oui, parce que il y a plus de chances de trouver un boulot quand on est à bac plus 3, quand on est à bac moins 3, évidemment. Non, parce qu'un gamin de collège, il n'anticipe pas à ce niveau-là. Il vit dans le présent. Et que c'est aussi une des caractéristiques de la modernité que de laisser nos élèves camper dans le présent. Hein? Alors, compte tenu de tout ça, vous voyez que, et si j'ai déroulé tout ça, c'est pas par hasard, c'est bien pour en arriver à cette idée que le plaisir d'apprendre est un enjeu essentiel au cœur de toute réforme. C'est un enjeu essentiel. Si on ne modifie pas la représentation et la relation qu'une majorité, je ne dis pas la totalité, qu'une majorité, allez même une partie de nos élèves a du travail scolaire et intellectuel, à savoir que ça n'est qu'un lieu de souffrance, de difficulté et en aucun cas de plaisir, de satisfaction et de jouissance, si on ne modifie pas ça,
les réformes institutionnelles, organisationnelles, etc., ne pourront pas avoir d'impact réel.